Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre Atelier 11, saison 2, épisode 4. L'Atelier 11, c'est l'émission des socios engagés du média qui vous fait découvrir les travailleuses et les travailleurs qui font le média. Vous le savez, je suis Antoine. Au-dessus de moi, ici, se trouve Serge Victor. Salut Serge, comment vas-tu ? Salut, ça va, très bien. Et toi ? Ça va bien. Michel est dans le chat aussi, on la salue comme d'habitude, elle va animer pour nous ce soir le chat. Et aujourd'hui, on reçoit Nicolas Maillard. Nicolas qui est ici. Salut Nicolas. Salut Antoine, salut Serge. Eh bien écoute, merci, bonjour à toi d'abord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu le sais, le but de cette émission, ça va être d'en savoir un petit peu plus sur toi, sur ton parcours, sur ton travail, sur ton engagement au sein du média. Voilà. Tout ça, c'est un gros programme. Comme d'habitude, l'émission se déroulera en 2 parties. Dans la première, on va éplucher ton passé. On va regarder ton CV. Même si tu es jeune, il y a déjà des choses à dire. Hein. Il y a déjà une ou deux petites anecdotes à raconter. Et dans la deuxième partie, on discutera du média, de ton engagement, du travail, un petit peu de tout ça. Voilà. Parfait. Allez, c'est parti. Serge, tu as peut-être quelque chose à dire avant qu'on commence l'épluchage ? J'ai envie de lui demander s'il appartient à la team Lannion ou à la team Sciences Po au sein du média. Ah, la team Lannion, la vraie. La team Lannion, la mafia bretonne, on nous a dit. Hein. C'est ça, pas les élitistes là. Voilà. Alors, pas ceux qui pensent que c'est nécessaire de faire Sciences Po pour être journaliste. Ça commence bien, ça met l'ambiance. Ça pose l'ambiance tout de suite, on sait où on va. Ça va être cool. Alors, effectivement, si Serge te demande ça, c'est parce que tu as fait tes études de journalisme à l'IUT de Lannion. Hein, c'est ça. Pour commencer, l'IUT de Lannion, c'est pas n'importe quelle école, hein, c'est l'une des 14 écoles qui sont reconnues par la Conférence nationale des métiers du journalisme, c'est-à-dire par la profession en gros, quoi. Hein. C'est ça. Voilà. Donc, on peut le dire, il y a une team Lannion au sein du média. Ouais, il y a une team Lannion qui est composée de moi et Lisa, qui a fait aussi ses études à Cannes. Donc elle a fait son DUT, donc ce que j'ai fait aussi Bac+2 à Cannes. Elle a fait sa licence professionnelle à Lannion. Et il y avait Léo Tix que vous avez déjà interrogé sur la même émission, qui a fait Lannion aussi. Et on avait une autre stagiaire que vous avez aussi interrogée, Jade Long, qui est partie il n'y a pas très longtemps, mais qui manque beaucoup aux médias elle aussi. Voilà, alors, écoute, c'est déjà parti. Hein. Donc, tu as eu ton DUT, Bac+2, tu l'as eu en 2019. Et entre 2017 et 2019, tu as eu quelques petites expériences, quelques stages, ce genre de choses. Hein. Et puis aussi, tout au long de tes études, tu as participé de façon plus ou moins régulière, alors on va en parler, notamment à un média qui s'appelle Actu & Co à Angers. C'est ça. Qui est un journal numérique participatif créé et géré par les étudiants et les lycéens, si j'ai bien compris. Exactement. Donc ça t'a suivi un petit peu tout le long de ta scolarité, on va dire. J'ai une question. Est-ce que ce média existe encore ? Non, il n'existe plus. Non. On est encore un peu en contact. Je fais partie de ceux qui l'ont créé plus ou moins. On est encore un peu en contact. On prend de nos nouvelles de temps en temps, etc. Mais non, on n'écrit plus. Et il n'y a pas eu de relève particulière là-dessus. On était une équipe d'une quinzaine de rédacteurs, mais ça vite. C'est marrant parce que c'est pas la première fois qu'on a des invités qui travaillent dans ce genre de médias étudiants ou ce genre de trucs, et le média disparaît pendant que nos invités y étaient. Donc il y a peut-être une malédiction, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Donc là, Actu & Co, il a duré un peu plus de 3 ans et demi même. Hein, c'est ça, ouais, 2 ans et demi, ouais. 2 ans et demi, 3 ans. Ouais. C'est le temps d'une promo, quoi, c'est ça ? C'est ça. C'est ça. Il est le temps de rentrer dans les écoles, il n'aurait pu avoir le temps. Alors, ton premier stage que tu as fait quand tu étais, alors je ne sais pas si c'est ton premier, tu vas nous dire, mais le premier qu'on a retrouvé nous, que tu as fait pendant ton DUT, c'est un stage de 2 semaines que tu as fait aux médias. Exactement, c'est ça. Alors, sous l'époque Sofia Chikirou, après la première saison. C'est ce que j'allais dire, hein, on a retrouvé une belle attestation de stage signée par Sofia Chikirou. Oui. Alors, on ne va pas la montrer, mais bon, c'est une attestation de stage en même temps. Hein, donc voilà. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a le temps de faire en 2 semaines quand on est en stage ? Du repassage. Ça, c'est l'anecdote que je donne toujours aux gens quand ils me demandent ce que j'ai fait aux médias.
pendant mon premier stage, bah, mon seul stage d'ailleurs, parce que ensuite c'était l'alternance. Mais non, non, là, je rigole un peu parce qu'en fait, on a dû faire les t-shirts pour le 1er mai et la fête à Macron. C'était dans cette période-là, je sais pas si vous vous souvenez de Ouais. cette manif qui a été organisée par Ruffin notamment à Paris, la Grande Marche là. Donc on avait imprimé des t-shirts, donc je m'étais retrouvé à repasser avec Rosie, qui était l'assistante de direction de l'époque. Et plus sérieusement, du journalisme aussi. J'avais pas mal aidé RKP à écrire ses lancements et ses brèves parce qu'on était en plein mouvement de grève étudiante. Donc j'écrivais pas mal de brèves, je l'avais accompagné sur un reportage au Red Star. Ouais. Et bah, des petits coups de main par-ci par-là sur de la prod, etc. quoi. Pourquoi tu avais choisi le média? Est-ce que tu l'avais choisi? C'est un média qui venait à peine de naître, hein, quasiment. Est-ce que c'est un choix? Comment tu as pu trouver ce stage aux médias? Ah, moi, c'était un choix, oui. J'étais sociétaire dès le début, ou pas forcément dès le début, peut-être, mais en tout cas, dès janvier. Je sais que ouais, c'est ça. À peu près janvier, je m'étais inscrit, notamment sur le Discord, Ouais. à l'époque, qui était très, très, très actif, où vraiment, c'était une grande ruche, etc., où il y avait Mathias Enthoven, etc., qui gérait tout ça. Et bah, du coup, de fil en aiguille, je discutais pas mal avec l'équipe du média en tant que sociétaire. Ouais. Je leur ai demandé s'ils prenaient des stagiaires d'observation sur une période de 2 semaines pendant les vacances, sachant que c'était pas un stage obligatoire, parce qu'on a aussi ça à l'IUT, puis après en licence pro. Mais donc ils ont dit oui, ils ont accepté, donc j'ai débarqué dans l'équipe comme ça. Ouais. C'est bien. Ça vient vraiment d'un engagement, ouais, d'abord au sein des sociaux et puis même un peu avant, un engagement militant politique qui m'a fait rejoindre le média. Quoi. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler peut-être dans la deuxième partie. Parfait. Alors, tu dis que c'est le seul stage que tu as fait, en es-tu sûr? Non, le seul stage que j'ai fait aux médias. Ah, que tu as fait aux médias, oui, d'accord. Ouais, Parce ça. que pas longtemps après, quelques semaines après, on va dire, tu as fait un stage, donc toujours dans le cadre de l'IUT, de 4 semaines au magazine Côté Brest, qui est un magazine papier, C'est ça. et en web. même temps au Pure Player Actu.fr. Je suppose que c'est le même groupe qui détient les C'est ça, deux, ouais. C'est le groupe Publi Hebdo, donc Ouest France, etc. Voilà. Et là, même question. Alors, j'imagine que ça a été un petit peu plus basé vraiment sur le journalisme. Tu as fait quoi pendant ces 4 semaines? Alors, reportage, des portraits de commerçants, parce que la presse locale fonctionne pas mal là-dessus, des écritures de brèves. Il y avait déjà un peu l'attrait réseaux sociaux dans mon parcours, donc on avait fait pas mal animer les comptes réseaux sociaux, donc le Facebook et le Twitter, avec des lives, notamment sur Facebook. Je sais plus, pour la fête de la musique, je crois. J'en avais fait un qui avait bien marché, donc ils étaient contents. Donc plutôt ouais, animation des réseaux sociaux avec des lives, des reportages, des portraits, du SR pas mal parce qu'on était une petite équipe, il y avait que 3 journalistes, 2 journalistes, la rédactrice en chef et moi. Sachant que la rédactrice en chef en plus c'était à mi-temps, donc c'était assez compliqué. Donc en fait on faisait à peu près tous les postes quoi. Et ça se passe comment dans un groupe où il y a à la fois de la presse papier? Alors maintenant, ça devient même la presse traditionnelle papier a sa version Internet. C'est des façons différentes de travailler. Il y a de l'interaction entre les différents salariés. Ça se passe comment? C'est vraiment séparé? Ce sont des métiers différents? Ah non, nous c'était vraiment mélangé parce que c'était une petite équipe, donc vraiment tout le monde faisait tout. On écrivait pour le papier, en fait on sortait une version web presque aussitôt ou même souvent un peu avant parce qu'il y avait la politique du web first, qui est la politique qui est même presque commune à tous les médias sur Internet, donc c'est le web d'abord, l'exclusivité pour le web, en tout cas la primeur. Et donc on travaillait et pour le papier et pour le web en même temps. Et il y avait en fait une sorte d'arbitrage qui était fait en conférence de rédaction sur quel sujet était plutôt papier, quel sujet était plutôt web et print. D'accord. Ok. Et pendant cette période, tu as aussi eu d'autres expériences plus ou moins sporadiques dans d'autres médias. Je pense notamment à Rue 89 Lyon.
C'était pas pendant cette période-là. C'était quand alors? Et ou à Libé aussi, j'allais dire, il y a aussi Libé. C'est ça, rue 89 Lyon, c'était en deuxième année, donc l'année d'après. Alors voilà, ouais, moi je suis sur le DUT complet, quoi. Ah, d'accord. Donc, Donc, c'était ouais, après, d'accord. c'est, donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un pure player d'actu local à Lyon, qui, pareil, est une toute petite équipe. Il y a 3-4 journalistes, maintenant 4, je crois, qui traitent de l'actualité locale avec un penchant plutôt assumé pour l'investigation et les sujets société, sociale, écologie, mouvements sociaux, etc. D'accord. Alors, pour ceux qui ne savent pas, rue 89 est implantée comme ça dans plusieurs grandes villes en France. Hein. C'est ça. Il n'y a pas qu'à Lyon. Hein. Mais les rédactions sont indépendantes entre elles. Enfin, c'est pas le même groupe du tout. En fait, c'est presque une franchise. Je pense notamment à Bordeaux où Héloïse aussi collabore souvent rue 89 Bordeaux, Héloïse Bajou. Exactement. Qu'on a reçu aussi ici. Et alors donc aussi, tu as fait alors c'est quoi, des piges, juste des passages comme ça pour Libé, ou c'était dans le cadre d'un stage? Non, Libé, c'était le cadre d'un stage où c'était 2 mois, si je dis pas de bêtises, séparé d'un mois de cours. Donc c'était une période assez compliquée puisque c'était en plus le mouvement de manif et de grève contre les retraites. Donc avec les perturbations bienvenues des transports, etc. Donc pas mal en télétravail. Donc pareil, là c'était réalisation de reportages, d'articles sur le web parce que j'étais au service web. Alors, de la veille, etc. Alors tu étais au service web, mais tu as écrit quand même pas mal d'articles pour Libé. J'en ai retenu qu'un. Je suis sûr que tu vas deviner duquel il s'agit. Ah non, je devine pas justement. Alors, ah si, sans doute Pays de Ré, là. Alors c'était Park. Alors non, c'était celui où tu as écrit un article que j'ai pas pu lire tout à l'heure parce qu'il est payant, sur les statistiques d'un site pornographique. Ah non, ok, d'accord. Ouais, c'est pas le plus glorieux, mais effectivement là, c'était Pornhub, je crois, de mémoire. Alors je sais plus, mais si tu veux détailler, vas-y. Comment on choisit d'écrire qui choisit comment ça se passe pour se retrouver à écrire un tel article? Alors là, c'était un communiqué de presse qui était tombé dans la boîte mail de Libé, qui avait attiré un peu notre attention, parce que c'est rigolo un peu comme sujet, c'est léger et ça change de l'international et des sujets beaucoup plus graves, et on voulait traiter ça de manière rigolote. Donc forcément, c'est le stagiaire qui s'en est chargé, donc moi. Et il y a eu des difficultés sur certains trucs. Est-ce qu'on pouvait faire certains jeux de mots ou pas Alors, Serge, voilà. Notamment avec les mégabits et les autres, etc. On était en train de parler de sites pornographiques. Tu vois, ça a vite switché pendant que tu t'es absenté. C'est pas grave. Souci, donc oui, je suis parti me cacher dès que c'est devenu scabreux, c'est ça. Ok. Non, mais bon, voilà, on se remémorait une expérience qu'a eu Nicolas pour Libé. Voilà. D'accord. Oui, j'avais vu qu'il n'était pas l'article qui m'a mis le plus longtemps à écrire, mais qui était l'un des plus rigolos. On a réussi à parler un peu d'écologie aussi sur ce sujet. Lié, j'imagine, à la puissance que nécessitent ces sites qui sont extrêmement gourmands en vidéo. Ouais. Gourmands en vidéo et très sollicités, surtout, évidemment. Ouais. On arrive déjà à la fin de ton premier cursus où tu obtiens ton DUT. Et on passe à l'année suivante. Alors, toi, tu nous as dit licence pro tout à l'heure. Sur le site de l'IUT de Lannion, ils appellent ça un peu pompeusement un bachelor. C'est la même chose? Alors, bachelor, c'est la réforme là qu'il y a eu il y a quoi maintenant? Il y a quelques mois. Ça devait être pour cette rentrée, je crois. D'accord. Oui, c'est exactement cette rentrée-là. Le DUT, du coup, diplôme universitaire technologique, est devenu le brevet universitaire technologique. Je ne saurais pas trop parler de cette réforme, mais ouais, c'est ça, exactement. Mais ça a fait pas mal râler parce que il y avait des. En gros, c'était l'ouverture des universités au privé, etc. Donc, c'est pas forcément hyper bien, mais l'IUT est obligé de suivre la politique nationale, forcément. Mais donc, je crois que la licence, effectivement, maintenant s'appelle le bachelor. C'est possible, largement. Encore une belle joyeuseté de notre ministre de l'Éducation nationale. C'est ça, la novlangue. Absolument.
Donc, ok. Donc, toi, quand tu l'as passé, ça s'appelait encore une licence professionnelle. Ouais, Bon, exactement. c'est toujours ça de prix. Parce que bachelor, en plus, ça fait un peu penser à des émissions de télé-réalité qui étaient Ouais, pas... puis ça fait école de commerce aussi un peu. En plus. En plus. Donc, on arrive donc en année de licence. Et là, il y a de quoi, il y a des trucs à raconter. Tu décides que tu vas faire au moins le premier semestre de cette année au Brésil, Exactement. à l'université de Brasilia, Ouais. qui t'accueille. Tu n'es pas le seul, hein, vous êtes plusieurs Non, à on partir est là. 3. Et tu pars là-bas fin janvier 2020. Exactement, le 26. C'est ça, le 26. Je l'avais noté, mais bon, je me suis dit, on n'est pas à un jour près. Mais bon, si tu veux, Ah, si tu veux, on va noter c'est les dates. marquant. On va noter les dates au jour près. OK. Alors, déjà, pourquoi le Brésil? Alors pourquoi le Brésil? Parce que moi, l'Amérique du Sud et l'Amérique latine, enfin, ce coin-là m'intéresse particulièrement. J'avais hésité avec le Mexique, bah, pour la culture hispanique et lusophone, etc. Et surtout parce qu'il y avait Bolsonaro qui avait été élu 2 ans auparavant, oui, c'est ça. Donc avec des thématiques sur les populations indigènes, etc., l'écologie, les droits LGBT, le racisme qui m'intéressaient particulièrement. Donc je voulais voir un peu avec une pote photographe qui était en licence pro avec moi, bah, Malika Barbeau, qui travaille pas mal pour Reporter, Bastamag, etc. maintenant. Un peu ce que ça donnait, la vie là-bas, les luttes sociales, parce que il y avait pas mal de choses à dire à cette époque, puis il y en a toujours. Est-ce que c'est là qu'est né ton amour pour la police? Ah non, non, il est plus ancien, mon amour. D'accord. Depuis 2016. Ah bon, tu nous expliqueras après alors. Alors, tu avais beaucoup de projets, hein, on l'entend sur cette année que tu avais prévu de passer au Brésil. Quand tout à coup, le Covid. le Covid arrive et très rapidement, je crois que c'est le gouverneur de la région de Brasilia décide de suspendre les cours de l'université pour, au départ, au moins 15 jours. C'est ça. C'est ça. Et je vais faire comme Ardisson. Et là, tu te dis que tu aimerais bien rester quand même, mais bon, quand même, t'hésites. Il y a ta famille et tes amis en France qui te conseillent de rentrer. Toi, vous vous demandez si vous allez rester confiné en attendant que ça passe pour voir, etc. Mais devant l'insistance, finalement, vous prenez la décision de rentrer en France. Et là, bah, raconte-nous comment ça s'est passé, combien de temps tu as mis pour trouver un avion, comment ça s'est passé, et toute la galère. Raconte-nous tout. Toute la galère, ça va être impossible. Il faudrait des jours et des jours, parce qu'il y a c'est des gros moments de stress très très intenses et c'est ça, de doute et d'hésitation sur est-ce qu'il faut vraiment rentrer, parce que c'était tellement galère qu'on se demandait si ça valait le coup de dépenser des milliers et des cents dans les billets d'avion, de stresser ou d'attendre un mois puis de repartir un peu plus calmement. Mais il y avait la question de la fermeture des frontières qui nous stressait pas mal. Et oui, il y a eu plein de magouilles. J'ai eu, je crois, en total 5 ou 6 vols annulés au dernier moment, des fois sans nous prévenir. Voilà, certains vraiment quasiment à l'aéroport presque au moment de partir, quoi. Oui, il y en a eu deux au moment de partir. Donc en fait, on a passé presque 4 jours dans l'aéroport à dormir là-bas, quoi. Voilà. Et vous deviez pas être les seuls, je suppose. Ça devait être un peu la panique. Non. Et d'ailleurs, beau truc de solidarité avec les Français, parce que l'ambassade était pas mal débordée, mais il y avait pas mal de réseaux de solidarité là-bas. On nous avait proposé de dormir à Sao Paulo ou à Rio si on arrivait à trouver des avions pour ça, parce qu'en fait, les vols internationaux au départ de Brasilia, donc là où on était fermés, il n'y en avait plus. Donc en fait, le seul moyen de rejoindre la France, c'était de passer par Rio ou Sao Paulo. Et du coup, il y avait des Français qu'on connaissait pas qui, via Facebook, nous avaient proposé un hébergement temporaire là-dessus. Donc là-dessus, ça apprend la solidarité aussi. Belle épreuve. C'est sûr. Alors, une petite parenthèse pour dire que Michel a mis dans le chat un lien vers l'article qui résume tout ce périple, parce qu'évidemment on l'a inventé, on l'a pas deviné tout seul. Donc tu as été interviewé par ton ancien maître de stage pour attends mince, j'ai déjà perdu le nom, pour actu.fr, voilà. C'est ça, pour Côté Brest, quoi. Voilà, c'est ça, qui t'a interviewé. Et donc finalement, tu rentres du Brésil, donc tu l'as dit, tu es parti le 26 janvier, tu reviens le 25 mars. C'est ça, 2 mois. Ouais, je t'avais dit, si tu veux les dates au jour. Ah ouais, effectivement. Je croyais être rentré le 26 mars, mais effectivement, c'était le 25.
Tu nous demandes, hein, si tu sais pas, si tu as un doute sur ce Ça qui s'est marche. passé dans ta vie, il y a pas de souci. Donc finalement, c'est un petit peu la panique quand tu rentres en France parce que tu te retrouves un peu fort dépourvu. C'est ça. Pour la reprise des cours à l'IUT, bah, c'était prévu pour le 2e semestre, donc tu es rentré avec plusieurs mois d'avance et tu sais pas quoi faire. Exactement. Et donc tu fais quoi? Et ben, je reste pas mal chez moi confiné les premières semaines parce que c'était en plein confinement du coup C'est mon vrai. retour. Pas mal de comme beaucoup je pense de pas de dépression non plus mais de périodes de doute et de tristesse et de mélancolie notamment liées au départ du Brésil parce que en 2 mois on a le temps de se faire des amis et des contacts. Donc il y avait ça à gérer et ensuite j'ai vu alors comment ça s'est passé exactement? Je crois que c'est ça. C'est même au Brésil. J'ai cherché en fait un plan de secours pour rentrer en France parce que je voulais pas rien faire pendant X mois jusqu'au mois de septembre, quoi. Ouais. Et à la rentrée prévue normalement, initialement. Du coup, j'ai contacté Théophile avec qui j'étais déjà en relation pour les piges précédentes pour les mouvements sociaux, en lui demandant s'il prenait des alternants. Et en fait, le temps que ça se fasse, il y a eu plusieurs phases de négociation. En fait, on a continué sous forme de pige jusqu'à la signature d'un contrat au mois de juillet, je crois, il me semble. Ouais. Ouais, fin juillet, c'est ça. Tu as commencé ton alternance en septembre 2020, donc à la rentrée qui suit. Par contre, effectivement, pendant que tu étais au Brésil, tu as écrit ce qui est apparemment le premier article que tu as publié pour le média. C'était au mois de février. C'est ça. Donc c'était avec Léo Tixader donc, et Elsa Gamba. Ouais. Et on connaît donc, bien aussi aux médias. Ouais, c'est ça. Tu l'as écrit, donc, enfin, vous l'avez écrit, vous avez travaillé dessus pendant que vous étiez au Brésil, avant même qu'il y ait cette question d'épidémie, de Covid et tout ça, quoi. Non, du tout, en fait. Enfin, en partie, si, parce qu'on l'a fini au mois de janvier. Ouais. Mais là-dessus, c'est l'occasion. En plus, Héloïse sera contente de parler aussi du statut des pigistes dans pas mal de rédactions, mais il y a eu des petits soucis, des petits cafouillages, pas avec le média, mais Street Press allait nous le prendre et en fait nous l'a pas pris, mais ça s'est fait de manière très cordiale et d'un commun accord. En fait, on s'était mal compris. Il y avait eu un temps de délai, où on voulait publier ça vite pour respecter un peu les sources qui nous parlaient de traumatisme, d'agression sexuelle par la police, etc. Donc on voulait respecter le plus possible leur témoignage, quoi. Donc on s'est adressé à Libération, mon ancien lieu de stage, qui a eu une politique un peu bizarre de laisser traîner pendant un mois et demi, et qui finalement nous a décidé sur un papier de 40 000 caractères, donc en gros un dossier qui était prévu pour le papier, de nous prendre 15 000, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc de couper notre article en 2,5, quoi. Donc là-dessus, on n'était pas forcément très content, encore une fois, pas forcément par rapport à notre taf, mais surtout par rapport aux sources qu'on faisait patienter en mode si, il y aura une publication bientôt, vous inquiétez pas, etc. Parce que c'est ça qui est aussi difficile à gérer quand on est pigiste. C'est le rapport entre les sources et la rédaction, quoi. Et finalement, qui a publié le papier, un papier similaire, 2-3 semaines après nous avoir dit non. Donc on s'est adressé aux médias en disant on a fait un dossier encore plus construit qu'eux, etc. Est-ce que vous voulez le prendre? Et c'est Théo Cazenave qui nous a dit oui, il n'y a aucun souci, on vous le prend, etc. Donc c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à être publié, je sais plus, mi-février, je crois, c'est ça? Le 12 février. Le 12 février, alors qu'on l'avait écrit, je pense, enfin on l'a fini fin décembre et on a fait quelques retouches par-ci par-là en fonction des médias à qui on adressait le synopsis, quoi. Alors, arrêtez de vous moquer de nous, Serge. Tu es je suis vert, c'est ça? Tu te rends pas compte? Non, tu es orange. Tu es orange. J'ai des messages perso. Ça change. Qui me disent que tu es figé orange. Alors, je ne sais pas pourquoi ce soir. Bon. Allez, on avance un petit peu dans ton parcours. Donc ça, tu nous l'as dit. Je coche au fur et à mesure. Une parenthèse quand même. On voit avec cette histoire là d'article que c'est pour les pigistes, c'est pas forcément simple
de trouver des débouchés et de pouvoir produire leur travail dans des médias, quoi. Surtout quand là, là, il y avait la difficulté supplémentaire, que c'était un article qui était déjà écrit, que nous, on avait souhaité déjà écrire pour proposer aux rédactions pour être sûr de nos billes, parce que c'était la première pige qu'on faisait avec Léo, même si on était accompagné d'Elsa, qui est d'ailleurs toujours beaucoup plus expérimenté que nous, quoi. Mais il y avait le côté rassurant d'écrire, puis puis encore une fois, niveau source, d'avoir le témoignage tout de suite et de le poser sur un papier pour être sûr de ne pas le trahir, etc. Donc on avait vraiment cette difficulté de proposer un article qui était déjà tout écrit quasiment, et sur lequel on était, c'est vrai, peut-être peu tolérant aux coupes, etc. Et c'est là-dessus, c'est ça aussi qu'on a apprécié aux médias, c'est la tolérance de Théo qui nous a dit, il n'y a pas de souci, on le prend tel quel, nous on comprend cet impératif, surtout vu le sujet, quoi. Oui, c'est ça, parce que c'était vraiment un sujet difficile. Il fallait respecter le témoignage des gens qui avaient accepté de vous parler sans que ça devienne caricatural. Je rappelle, le sujet, c'était sur les traumas physiques et psychiques des violences policières en manifestation. Donc déjà, pour un pas premier article, mais enfin pour un truc un peu sérieux, c'était un sujet un peu coton, quoi, déjà. Ah, ça change du porno sur Libé. Oui, c'est ça, c'est le grand écart. Bon, c'est ça. Sans image. Ou version SM. Ouais. Oui, c'est ça. Tu disais que ça remontait à 2016, ton intérêt pour les violences policières, en fait. C'est lié aux manifs contre la loi El Khomri, aux manifs loi travail. Ouais. Et sur cette période-là, j'avais pas mal de proches qui traînaient autour de Notre-Dame-des-Landes, etc. Donc c'est vrai que c'est aussi cette lutte qui a permis ma politisation. Ça et le mouvement El Khomri, contre El Khomri, pardon. Pendant cette période, tu as aussi écrit au moins une fois pour Bastamag. Exactement, ouais. Alors, je ne sais même plus quelle thématique, j'avoue. C'était sur les mouvements sociaux pendant le confinement, je crois, il me semble. Sur la difficulté de lutter. C'est ça. Et puis arrive la rentrée de septembre, et là tu commences ton année d'alternance aux médias. C'est ça. Donc là, pour le coup, tu te sens peut-être un petit peu plus intégré à l'équipe, voilà, et tu commences à produire des articles et des vidéos. Pareil, Michel va mettre les deux liens vers tes articles et tes vidéos. Donc, tu as fait beaucoup de facecam. Exactement, ouais. Tu as fait, je sais plus quoi, 1 ou 2 entretiens aussi d'actu, 2. Oui, 2, c'est ça, dont avec l'auteur de Flic, Valentin Gendreau. Voilà, c'est ça. Infiltré dans la police. Pendant 2 ans. Ouais. Donc là, c'est la première fois finalement, je pense, sur le long terme, que tu es intégré à un média, à une rédaction. Qu'est-ce que tu découvres? Comment ça se passe pour toi? Sachant que c'est un petit média avec des moyens limités, c'est peut-être un peu compliqué. C'est plutôt un petit média, mais c'est un gros média par rapport en fait aux expériences précédentes, que ce soit côté Brest zut, je perds le nom, ou rue 89 Lyon, pardon. Ouais. Bon, Libé, c'est un grand truc. Il y a 200 journalistes, il me semble. Donc, ça n'a rien à voir, etc. Mais bon, le service était assez petit dans lequel je travaillais. Mais du coup, oui, ce premier aspect du travail en rédaction qui est à apprendre, et puis qui est plutôt sympa d'ailleurs à apprendre. Surtout avec une équipe comme ça, même si ça intervenait dans une période un peu compliquée avec les tensions qu'on connaît, les crises de mi-septembre, quoi. Mais plutôt touché et impressionné aussi par la confiance de la rédac dans mon travail, parce que justement, je crois que c'était mon 3e jour, passage en antenne avec Valentin Gendreau, donc qui avait fait le livre, un livre qui en plus était pas hyper bien reçu sur les réseaux sociaux. Il y avait pas mal de polémiques qui enflaient, etc. Donc c'est vrai que c'était assez compliqué de faire son interview 3 jours après mon arrivée dans la rédaction, mais c'est formateur, on va dire. Dès le début, en fait, de ton arrivée aux médias, on t'a quand même confié visiblement des choses importantes à faire. Donc un entretien en vidéo avec un auteur qui venait quand même de publier un livre, effectivement, qui défrayait un peu la chronique. Donc tout de suite, tu as une responsabilité importante, quoi. Je sais pas si on m'entend. Oui. Ouais. Et puis toujours Ouais, on t'entend. Mais et puis toujours cet aspect de multitâche et de une spécialité réseaux sociaux, mais du coup qui me fait toucher à tout, que ce soit
de l'aide au community manager, comme je fais encore un peu actuellement avec Haussmann, et des réalisations de facecam, de live de manif, etc., quoi. Donc vraiment ce côté-là d'être plongé dans le grand bain directement et d'avoir des tâches complètement diverses. Alors, peut-être qu'on détaillera dans la ça deuxième tombe partie bien. de l'émission justement la diversité de ton travail aux médias. Et oui, Antoine, tu voulais lancer. Non, c'est exactement ce que je voulais dire. On est arrivé à la fin un petit peu de ton cursus scolaire, je vais dire. Là, depuis la rentrée de septembre, tu as été embauché en CDI aux médias. C'est ça. Donc, ça va faire l'objet de notre deuxième partie d'émission. Serge, est-ce que tu veux commencer par poser une question ou... Oui, tu nous disais tout à l'heure, Nicolas, que du coup, tu faisais pas que des articles ou des interviews aux médias. Tu as des tâches visiblement beaucoup plus variées. Alors, tu t'occupes un peu des réseaux sociaux, un peu peut-être de travail d'édition en plateau. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont tes différentes tâches? Alors là, j'ai signé un contrat avec une feuille de mission, je sais plus comment ils appellent ça, fiche de mission Fiche de poste. Fiche de poste, c'est ça, assez étendue. Donc ça va, de l'appui du community manager, donc Haussmann, qui travaille encore jusqu'à 21 ans, qui est à côté de moi. On le salue. On le salue. Oui, je sais pas si vous entendez, mais ce sera transmis. Mais donc c'est ça, programmation, faire 2-3 vignettes quand faut aider le graphiste ou Haussmann, publication en gros éditorialisée sur Instagram, Twitter, etc. Savoir ce qu'on prend quand il y a des enquêtes de Philippot, de Taha, de Théo, etc. Savoir un peu comment on met en forme sur Twitter pour les trades, etc. Donc ça c'est vraiment le côté réseaux sociaux, journalisme, community manager, quoi. Il y a le pendant article, interview, on va dire le travail un peu plus classique de journaliste. Pas forcément qu'on voit à l'antenne, mais de l'aide aux collègues, de la préparation, etc. Des coups de main, notamment en fait sur les enquêtes de Taha, de Théo et de la bande de la cellule enquête du média, de la cellule d'investigation. Pas mal de coups de main aussi à Lisa Noyal qui est du coup alternante et qui s'occupe du site, et une autre troisième partie, et ce volet qui est assez important en ce moment avec le lancement de la contre-matinale, c'est en fait chef d'édition pendant les émissions, la test. Chef d'émission, ça veut dire que c'est toi qui tiens le chrono? C'est ça, chef d'aide, plus ou moins, parce qu'il y a certains impératifs qui dépendent pas directement du chef d'aide. Mais c'est en gros en collaboration avec Théophile de s'occuper un peu de la cohérence éditoriale, donc caler des invités, caler des chroniqueurs, voir si tous les magnétos partent au bon moment, s'ils sont bien dans le serveur pour préparer tout ça. Donc en fait sur une matinale qui commence à 7h01, 7h02 avec notre retard habituel. C'est à peu près, c'est ça, on se coordonne vers 4h pour travailler tout ça. Est-ce que quand il est trop tôt pour que les sociaux que vous appelez utilisent correctement leur téléphone, c'est toi qui te fais raccrocher au nez du coup? C'est ça, c'est moi et Jordan surtout. C'est Jordan, l'ingénieur son du média. Alors, puisqu'on est sur la matinale, on sait, ça va commencer la semaine prochaine, vraiment le format définitif. Là, ce sont actuellement des tests qui sont faits. Est-ce que l'équipe commence à savoir à peu près comment vont se structurer les émissions chaque matin? Est-ce que il va y avoir des changements par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui? Quelques petits changements qui sont encore en cours de discussion, de négociation, et puis de rodage, on va dire. C'est notamment en fait sur la fréquence des grosses matinales que vous avez pu voir, donc là le mardi et le jeudi. On n'aura pas forcément assez d'énergie et assez de sous pour tenir le rythme d'une grosse matinale comme ça d'1 heure avec des chroniqueurs, des invités une fois, tous les jours, pardon, donc 5 fois par semaine. Donc on réfléchit à faire des matinales un peu plus légère, un peu plus light, avec soit un chroniqueur de moins, soit une rubrique de moins. Enfin, trouver un peu d'arrangement et faire ça 2 fois par semaine ou 3 maximum
trouver un compromis un peu parce que, en gros, là, la cagnotte, si elle s'arrête à 100 000, on va dire 100, rêvons 110 000, 120 000. En fait, c'est pas forcément les engagements qui sont écrits sur la cagnotte, c'est pas forcément ce qu'on a présenté le mardi et le jeudi. Et c'est ça, oui. Et comme on veut pas non plus faire une matinale au rabais et proposer qu'une revue de presse, on trouve ça un peu dommage de faire que 15 minutes. Ça se comprendrait, hein, mais c'est pas forcément le choix de la rédac. On préfère faire de l'allégé et du un peu plus lourd, un peu plus consistant de temps en temps, quoi. Alors, donc 2 à 3 fois par semaine, quoi. Justement, on a tous les yeux rivés sur le compteur Ulule parce que on allait en parler. Là, il y a une grosse accélération. Alors c'est toujours sur ce genre de campagne de financement participatif. Sur les dernières, les gens ont souvent tendance à se réveiller un petit peu au dernier moment. C'est ça. Au dernier moment. Là, ça vient juste de bouger. On est à 99 706 euros. Ce que je propose à tout le monde, là, vous tous qui nous regardez, on ne rend pas l'antenne tant qu'on n'a pas atteint les 100 000. Donc il reste 294 euros. Vous faites comme vous voulez, vous vous débrouillez. Tous ceux qui sont en train de nous regarder, là, vous appelez vos mémés, vos pépés, vos tatas, vos tontons, vos cousins. Il faut que tout le monde mette un petit peu d'argent. On rend l'antenne, entre guillemets, quand on a dépassé les 100 000. On fait ça ? On fait ça. Désolé Serge, pour ta famille. Je garantis pas de pouvoir des heures. Non, si ça peut prendre 10 minutes, par exemple, ça me va. Moi, ça m'irait aussi dépêchez-vous. On n'avait pas prévu. Alors, Cory nous dit que l'accélération est liée à une newsletter et une news Ulule aussi, plus la matinale de ce matin. Donc voilà, évidemment, c'est un ensemble qui fait que la pression augmentant, les gens se décident aussi à participer. Il y a quand même un truc qui est très très intéressant, c'est qu'il y a énormément de contributeurs, ce qui veut dire que les gens contribuent à hauteur de leurs moyens et que visiblement les gens qui nous soutiennent, c'est pas les gens qui sont les plus aisés de la société. Non. Ça dit des choses aussi. Est-ce que vous c'est quelque chose qui est conscient, ça, le fait que le média est vraiment soutenu par des gens qui sont socialement, on va dire, modestes. Ouais, bah c'est encore plus en fait avec la crise du Covid. Cory dans le chat pourrait témoigner, mais il y a une baisse du pouvoir d'achat, donc forcément c'est pas forcément la consommation, on va dire, culturelle et le soutien aux médias et les engagements politiques qui persistent dans les moments de crise, quoi. Donc on voit qu'il y a des baisses de dons, oui c'est ça, des baisses de cotisations, etc. Mais on est très content quand même parce que le don moyen hier il était 37 euros, enfin pas d'hier mais globalement. Ouais. Peut-être qu'il a un peu bougé vu que là on a les dernières minutes, dernières heures de la campagne, donc les gens ont tendance enfin c'est pas forcément des gens qui nous suivent qui donneraient 200, 300 euros, donc c'est des petits dons de 2, 5 euros par-ci par-là qui font très plaisir aussi. Absolument. Donc peut-être que ça a baissé un peu, mais globalement c'est ça tourne autour de 37 euros le don moyen, avec une petite spécificité, c'est que donc en fait on est accompagné par un prestataire extérieur pour cette campagne. Donc Léo Frémaux qui a bossé avec Ulule, qui est un ancien salarié d'Ulule, donc qui connaît bien un peu la machinerie et la machine derrière, quoi. Mm-hmm. Qui nous disait que le don moyen pour un média était entre des campagnes des différents médias que lui il avait accompagnés, donc en tant que personne extérieure et en tant que salarié d'Ulule, était entre 45 et 50. Donc on est un peu en dessous. Donc ça prouverait qu'il y a un public un peu plus populaire que la moyenne. Et il n'y a pas les dons de 20 000 euros, etc., comme dans certaines campagnes. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Alors, Cory confirme effectivement dans le chat, et d'ailleurs, on avait reçu Cory il y a 15 jours, et il nous l'avait dit aussi, que entre 35 et 45% des résiliations d'abonnements sont imputées, ou au moins de façon déclarative, à des soucis financiers de la part des abonnés. Et évidemment, pour les dons, on observe des baisses qui sont similaires. Voilà. C'est ça. On a des très belles surprises. On a des quelques 500 euros, etc. Donc vraiment des gens qui nous donnent. Ouais, c'est ça. Mais même un peu plus parce qu'il y en a qui prennent pas de contrepartie en échange, du coup qui sont pas comptabilisés là-dedans. D'accord. Mais il y a notamment le cas d'un monsieur dont j'ai oublié le nom, mais j'espère qu'il se formalisera pas s'il nous regarde, mais qui a reçu des primes de licenciement
Et ces primes de licenciement, en fait, vont là-dedans. Donc, c'est un beau geste. Aussi, on a été pas mal surpris et pas mal touché par ce don. C'est clair. Enfin, quand on regarde quand même le nombre de personnes qui donnent, on voit évidemment la prédominance des tout petits dons. Hein. Le plus gros, je veux dire, le plus gros contingent de donateurs, ce sont des dons à 5 euros, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Serge. Oui, je tiens une solution pour améliorer les finances du média. Il faut augmenter les salaires, en fait, tout simplement, de la population en général. Exactement. Les dons seront plus forts, voilà. C'est simple. Qui se charge d'appeler le MEDEF? Je pense que on le fait en live aussi. On peut. Alors, si les gens du MEDEF nous regardent, déjà, comment vous vous êtes perdus ici? Mais soyez les bienvenus quand même et prenez contact avec nous par message privé. On va discuter. Au-delà de la campagne ponctuelle du média, vous pouvez aussi évidemment devenir soit simple abonné, soit sociétaire du média, c'est-à-dire acquérir des parts sociales du média. Au niveau financier, ça revient au même, à partir de 5 euros par mois, avec différents paliers, 5, 8, 12, etc. Et donc ça, c'est un moyen de soutenir de façon plus pérenne le média. Ça permet de voir un petit peu les financements sur un temps long, ce qui, pour une entreprise, est absolument indispensable. Voilà, ça c'est dit. On va gagner du temps pour la fin. Sinon, j'avais une petite question aussi pour Nicolas. J'avais remarqué que au mois de septembre de cette année-là, tu avais participé, tu avais été présent à des événements à Aubervilliers, tu sais, liés au jardin ouvrier. Je crois que RKP, Rémi, donc, y était aussi. Et tu avais pris des images que tu as mis sur Twitter des manifs qu'il y avait. Et je m'étais demandé pourquoi ne pas les poster en fait pour le compte du média. Du coup, c'est que j'étais pas pour le média, c'est que j'avais pas de contrat à l'époque et j'avais pas demandé de pige particulière. J'ai même pas prévenu en fait Bertrand que j'y allais. Donc au départ j'y allais pour être très honnête en tant que militant et comme sur beaucoup de manifs au départ en tant que militant et ensuite on se dit il y a un intérêt journalistique donc tant pis je prends ma casquette et mon brassard journaliste et faut témoigner de ce qui se passe donc en fait c'est les violences policières bon si ça reste violent, c'est pas forcément la manif la plus violente qu'on a vue ces dernières années. Mais il y a eu quelques scènes un peu choquantes aussi, donc c'est ça qui m'a fait me dire qu'il fallait les mettre sur Twitter. Donc par honnêteté et par pur respect de la loi, je ne l'ai pas fait sur le compte du média parce que je n'étais pas salarié du média à l'époque. D'accord. Même si j'avais encore la gestion du compte entre deux contrats. Mais ouais, en gros, ça se fait comme ça. Et donc j'ai accompagné Rémi plus en tant qu'ami que collègue. Quoi. D'accord. Mais il a eu des soucis d'ailleurs avec son matériel. Ouais, il s'est cassé son casque audio qu'il avait autour du cou. En fait, il visait la caméra. Donc, il y a une plainte qui est déposée, là, etc. Donc, on va voir les suites de ça. Et puis, je me suis fait bousculer aussi. Enfin, c'était assez musclé. J'aime pas trop ce terme pour parler des violences policières, mais c'était assez tendu comme moment. Comme toujours. On peut s'imaginer, et c'est quand même terrible de se dire que une partie non négligeable de l'activité d'un média indépendant aujourd'hui, c'est de subir les procédures judiciaires, quoi. Enfin, d'être obligé de mener des procédures judiciaires juste pour pouvoir défendre son travail. Sachant que c'est pas fait à chaque fois. Hein. Nous, des fois, on se dit qu'on laisse couler, etc. Même si on essaye de plus en plus de rien de laisser passer quand il nous arrive ce genre de fait. Mais il n'y a pas un dépôt de plainte ou un tweet à chaque fois qu'il nous arrive un truc. Des fois, on se retient. Parce que justement, c'est une perte de temps, d'énergie et même d'argent. Et d'argent surtout. Ouais. Certaines fois. Que de porter plainte alors qu'on sait que ça va être classé sans suite, etc. Donc il y a des fois où on se retient et on s'auto-censure un peu. Serge ? Oui, alors sinon, je voulais te demander aussi quand tu fais des face-cam, parce que tu en as fait pas mal, comment ça se passe en fait c'est toi qui prépares les questions, qui les poses, ou ça se fait en rédaction comment ça Non, marche ? il y a plusieurs cas de figure. En fait, il y a deux formes de face-cam qui sont pas la même chose du tout pour le journaliste qui prépare
se dit Facecam. Il y a, on va dire, le Facecam, on va dire vraiment journaliste classique. Donc en fait, c'est une interview où nous on coupe les questions au montage. Donc là, ça se prépare comme une interview classique. Donc je prépare tout seul en fait mes questions. Je choisis mon sujet en fonction de ce qui va faire l'actualité le jour où je vais sortir le Facecam, ou en fait purement en réaction si j'arrive pas à anticiper un peu l'actu. Bon, par exemple, les jours de manif, on sait que faut qu'on diffuse un appel à la manif, ou faut qu'on médiatise un peu tout ça, donc on arrive à s'arranger, à faire venir des syndicalistes ou des leaders politiques diverses. Et il y a une deuxième forme de Facecam qui est un peu l'origine des Facecam, c'est un peu les tribunes extérieures vidéo du média. Où là, j'en ai fait plusieurs depuis au moins 2 récemment. Il y avait l'appel du 12 juin qui était la coordination de gauche très divers qui va des partis politiques, donc de la France Insoumise en passant par le NPA, Génération, etc., des syndicats, des associations antifascistes, antiracistes, etc. Donc qui avait appelé à une manif le 12 juin, donc qui nous avait demandé aux médias d'être partenaires un peu de l'appel. Donc nous, on avait appelé à manifester en tant que rédaction, ce qui était assez rare parce que on fait rarement ça, mais on a vu qu'il y avait d'autres rédactions qui l'a fait, donc on se sentait un peu plus à l'aise pour le faire, puis légitime, puis surtout montrer que c'était une bonne idée. Donc on a fait une sorte de tribune extérieure. Donc en gros, je les ai aidés à préparer leur texte. C'est un peu plus un travail de gestion et de coordination entre les différents invités, la gestion du plateau, etc., qu'un travail journalistique pur, mais ça reste très intéressant, sachant qu'il y a du montage aussi à faire à côté. Et il y a eu un deuxième Facecam, un peu comme ça, où là c'est un peu plus de mon fait, mais ça s'est organisé vraiment. Enfin, je les avais prévenus des questions parce que je les avais prévenus de langue que je voulais, etc. C'était sur le pass sanitaire. On voulait traiter du pass sanitaire, mais de manière très anglaise sur en fait la défense du droit du travail et du droit de confidentialité sur les données de santé. Donc on a invité Céline Verzelletti de la CGT et Thomas Porte de Génération à venir nous en parler. Donc là, ça s'est fait un peu pareil en coordination avec eux. Donc j'ai pas caché mes questions. Le but c'est pas de les piéger, c'est vraiment presque de faire un appel à mobilisation sur cette thématique-là, quoi. Donc j'avais pas écrit les questions et je leur avais pas envoyé, mais on s'est eu au téléphone et je leur ai expliqué un peu le projet. Je savais pas s'ils étaient légitimes, Céline Verzelletti qui est déléguée pénitentiaire, donc je savais pas si elle pouvait vraiment me parler de droit du travail dans d'autres entreprises. Elle m'a dit que si, il n'y avait pas de souci, donc ça s'est fait un peu comme ça. Donc c'est les deux, on va dire les deux pendants un peu du Facecam, les deux dispositifs qui existent et qui cohabitent, quoi. D'accord. T'en as un petit peu déjà parlé au départ parce que, enfin, quand tu es arrivé en stage, quand tu es arrivé en stage aux médias, qu'est-ce qui encore aujourd'hui par rapport à ce qu'on peut vous apprendre à l'école de journalisme lors des formations, qu'est-ce qui aujourd'hui, ou au moins au départ, t'a surpris aux médias, auquel tu t'attendais pas dans le fonctionnement, par exemple, ou dans certaines choses? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont peut-être agréablement et aussi désagréablement surpris? Là, on va dire la gestion des sources, puisqu'on est un militant, on est un militant, on est un média militant, et vous le savez, avec la subjectivité assumée et l'honnêteté qui va avec. Donc il y a pas mal de liens qui sont faits avec des syndicats, avec des associations, etc., qu'on invite régulièrement et compagnie. Donc c'est vrai que ça peut surprendre un peu au début quand on est tout jeune journaliste et qu'on nous matraque à l'objectivité, à la neutralité, etc. Même si ça reste très factuel, etc. C'est vrai que tu as des relations qui sont pas, je vais dire pas anodines, mais pas habituelles surtout. Il n'y a pas forcément dans d'autres médias, donc c'est vrai que ça peut surprendre. Tu crois que c'est vraiment pas habituel dans d'autres médias qui se disent neutres et objectifs, ils ont le même genre de relation, de connivence avec des patrons, avec des... C'est ça, c'est moins assumé, puis c'est pas les mêmes personnes surtout. Ouais, et puis surtout, on voit aussi parfois les mêmes spécialistes autoproclamés sur les plateaux qui viennent. Ah oui. Les grands médias, que ce soit la presse écrite ou télévisuelle ou radio, ils ont leurs propres spécialistes qui ont leur rond de serviette et auxquels
ils font appel régulièrement dès qu'il y a un sujet. Donc finalement, Ah oui, c'est un peu la même chose, mais c'est vrai que c'est pas pareil de le vivre oui. quand justement on nous rabâche ce dogme-là, quoi. Et est-ce que justement, c'est un sujet dans les écoles, enfin au moins dans la tienne, dans ton école de journalisme, l'objectivité, c'est quelque chose qui est enseigné tel quel, Non, sans second degré? C'est un non-sujet, on va dire plutôt. C'est enseigné, mais c'est enseigné et déconstruit surtout parce qu'il y a, Ouais. en fait, l'Union, c'est une école assez critique justement de ce genre de choses. Enfin, c'est plutôt un journalisme qui se cache pas derrière son petit doigt, pour reprendre l'expression du média habituel. Mais enfin, il y a pas mal de travaux qui sont faits sur les luttes écologistes, etc. Donc c'est vrai qu'on nous apprend aussi à déconstruire ce discours-là avec des ouvrages de Denis Roeland, etc., de sociologues, de chercheurs sur la déontologie, sur la neutralité, sur l'objectivité, sur l'indépendance économique, politique, etc. Donc c'est vrai que quand je dis que je suis surpris, mais je suis pas étonné non plus vu les enseignements qu'on a eus. Et en fait, dès le début, dès la première année, on déconstruit, on te détruit surtout le mythe autour du journaliste, que la plupart du temps, c'est pas forcément des grosses enquêtes à l'étranger, c'est surtout du bâtonnage de dépêches, etc. Donc, ce qui est beaucoup moins vrai aux médias. Enfin, en fait, peu de reportages étrangers à part Philippot, mais il y a un peu plus d'enquête et de terrain que dans la moyenne des rédactions. Alors, puisque tu en parles, on peut juste évoquer comme ça pour saluer le travail qui a été fait par Philippot Ortona et Thomas Dietrich, qui sont rentrés de Centrafrique et qui ont livré un reportage qui est extrêmement impressionnant. C'est un futur prix, on espère. Vraiment, on les salue. Je ne sais pas s'ils nous regardent, mais en tout cas, on les salue respectueusement et on salue leur travail aussi qui a été produit sur ce coup-là. Serge, est-ce que tu as encore une question pour Nicolas? Là, j'en ai pas. J'en ai une pour toi. Où en est le compteur Ulule? Parce que... il y a la pression de la famille derrière. Alors attends, je rafraîchis la page. Nous sommes à 99 871 €, donc il manque 129 €, si je calcule bien. Donc c'est pas mal. C'est bon pour ce soir. Hein. C'est bon pour ce soir. Écoute, si vraiment tu as des... Nous, on reste. Nicolas, je sais pas toi, mais moi je... moi, parfait. Le bar, il ferme à 2h. Donc... Ouais, tu n'es pas dans un bar. Avoue. Tu es aux médias, dans la salle de rédaction, c'est ça? C'est ça, dans la rédaction. Ok. Donc, on continue. Alors, écoute, on va décliner les questions comme ça. Aujourd'hui, alors, donc, alors, tu as dit ce qui t'avait surpris. On va un petit peu continuer sur ce genre de questions. Qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans ton travail au quotidien? Et si tu pouvais, qu'est-ce que tu aimerais avoir le pouvoir de changer ou d'améliorer? Alors, qu'est-ce qui me plaît? C'est, je pense, la liberté de ton et la liberté éditoriale où, franchement, il n'y a pas de problème de censure ou même, j'ai l'impression, d'autocensure. Enfin, on traite des sujets qu'on veut, etc., tant que ça reste dans la ligne du manifeste. Mais ça, c'est normal, c'est le principe d'une éditoriale. Et puis, heureusement que ça existe, surtout, pour protéger quand même pas mal de positions qui sont importantes. Donc ça, c'est vrai que c'est impressionnant et c'est bien. En fait, presque le lien communautaire avec les sociaux, même si je pense que c'est ça aussi qu'il faudrait qu'on améliore, notamment via la SKIC. J'avoue que je suis pas forcément ce chantier-là et je suis même très extérieur à ce truc-là, mais je pense que c'est assez important aussi d'avoir des discussions et des échanges entre nous. Par exemple, je pense que même si c'est pas forcément décisionnaire, je sais pas s'il y a des débats là-dessus ou pas, j'avoue que je suis pas, mais même cette idée qu'on a eue, enfin que la rédaction a eue et que je crois qui était portée aussi par des sociaux, d'avoir un petit moment dans la contre-matinale d'échange et de réaction et du journalisme citoyen et en tout cas du correspondant citoyen. C'est une bonne chose si on pouvait reprendre un peu tout ça, quoi. Tu as été toi-même socio avant d'être journaliste du média, du coup. Ouais. Donc, tu sais ce que c'est. En parallèle de mes études, donc c'est vrai que c'est particulier, mais ouais, je sais ce que c'est d'être de l'autre côté, de l'écran. Bon, oui, c'est ça, de l'écran. Et tiens, une autre question. Est-ce que tu as passé le pas, c'est-à-dire fait la démarche de devenir sociétaire, ou est-ce que tu es resté simple abonné? Non, je suis sociétaire. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on
qu'on a déjà dit quand Cory est venu, qu'on peut répéter aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent actuellement, c'est que pour devenir vraiment sociétaire du média, c'est-à-dire acquérir un certain nombre de parts, vous devez faire la démarche sur le site du média. Sinon, vous restez simple abonné. Techniquement, en termes de rentrée d'argent pour le média, ça ne change rien, mais pour vous, vous n'êtes pas sociétaire, vous ne possédez pas de part, ce qui veut dire que vous ne serez pas convoqué, par exemple, aux assemblées générales, et vous n'aurez pas le droit de vote pour donner votre avis. Ce qui fait quand même tout l'intérêt d'une société coopérative par rapport à un média traditionnel. Donc, c'est pas très compliqué à faire. Il y a toujours Cory en embuscade pour vous aider hein, s'il y a besoin. Si vous pratiquez le forum, vous pouvez aussi aller sur le forum pour dire j'y arrive pas, aidez-moi, etc. Cory sera là. Donc, on pense, nous, moi je l'ai fait, Serge, tu l'as fait. Oui, bien sûr. Dès le départ. Bien sûr, ouais. Tout de suite. Je crois même qu'on avait même bêta-testé. Hein, oui, je crois, oui. D'ailleurs, on en profite pour saluer et remercier le travail de Chloé, qui est la développeuse du média, qui travaille d'arrache-pied sur tout ce qui est informatique que vous voyez jamais. Mais souvent, si ça marche, c'est grâce à elle. Et qui donne un sacré coup de main pour les newsletters. Aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire cette démarche pour être pleinement dans la logique du sociétariat et de la coopération. Je pense que c'est important. Tu as parlé juste avant des conférences de rédaction. À t'entendre, on a l'impression que c'est le monde des bisounours. Ça doit friter un peu quand même de temps en temps, non? C'est une conférence de rédaction. Ah oui, ça défend les sujets, ça défend les points de vue, les formats, etc. Donc il y a forcément des échanges tendus. Puis c'est beaucoup plus calme maintenant en ce moment par rapport à une autre période, enfin à la période de quand j'étais arrivé l'année dernière, à peu près la même période, 15 septembre, fin septembre, quoi. Donc c'est beaucoup, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas complètement apaisé, c'est pas complètement serein, mais il y a des échanges qui restent, qui pour l'instant restent cordiales, etc., et qui sont assez libres et bienvenus, je pense aussi le débat, moi. C'est plutôt une bonne chose, je trouve, c'est plutôt ça. Est-ce que vous avez réussi à mettre en place dans la rédaction des modalités de fonctionnement collectif et de décision qui permettent justement, quand il y a des désaccords, de trancher sans que ça tourne au drame, sans que ça soit... Il y a le comité éditorial qui a pas mal été bloqué suite aux différentes crises qu'on a connues l'année dernière et qui là va peut-être être remis en place et qui est discuté entre la direction, les journalistes entre eux et la rédaction et les journalistes, la SDJ, etc. Donc ce comité éditorial, pour les gens qui ne savent pas, ça consisterait en quoi? Alors ça, je serais très peu présenté parce que j'avoue que c'est assez compliqué, mais en gros, c'est 3 journalistes élus par leur pair, donc de la rédaction, qui trancheraient les conflits sur l'éditorial, donc sur certains sujets qui peuvent prêter à polémique, où on n'est pas trop sûr que ça respecte le manifeste, ou certaines tensions interpersonnelles entre journalistes, etc., quoi. Alors justement, ça fait 2 fois que tu évoques le manifeste, c'est quand même quelque chose de très important puisqu'il est au cœur du projet coopératif. C'est même vraiment le cœur du réacteur, je vais dire. Est-ce que c'est quelque chose auquel on se réfère régulièrement, justement, dans les conférences de rédaction pour discuter un sujet Pas directement, parce je pense qu'il est pas mal, voire même complètement intériorisé par les journalistes actuellement, enfin même historiquement. S'il y a peut-être eu deux, trois problèmes. Mais là, actuellement, je pense que non, c'est pas mal intériorisé par les journalistes de la rédaction. Donc c'est vrai c'est pas la Bible ou le livre saint qu'on brandit à chaque conversation. Mais oui, il y a la question des valeurs sur certains sujets, thèmes de société, etc., qui reviennent pas mal sur notamment, surtout pendant la présence de Jade et de Maud, donc qui est pigiste, qui sur les sujets du féminisme, etc. Qu'on essayait de mettre en avant, justement conformément à ce manifeste. C'est vrai que la conversation revenait pas mal sur nos statuts. Alors, on avait reçu Maud et Jade. Avant de passer peut-être à la dernière question, je voudrais vous dire que si vous avez un tant soit peu de pitié pour la famille de Serge, on n'est plus très très loin. On est à 99 901, il manque 99 €. Donc voilà, sa fille a besoin de son papa, qui est un appel. Donc non, évidemment, Serge, s'il y a besoin, tu peux y aller quand tu veux. Hein. Alors toujours dans le même genre de questions qu'on garde un petit peu de secours
au cas où il faudrait prolonger la sauce. Si tu avais, imaginons qu'on recrute un nombre de sociaux incroyable et qu'il y ait beaucoup de moyens, par exemple aux médias, même si c'est pas uniquement une question de moyens, quelle est la chose que tu aimerais le plus faire aux médias en tant que journaliste? Ah, question compliquée. Moi, je pense pas forcément à un format d'émission particulier, individuel, ni rien, mais je pense que développer la contre-matinale et notamment permettre en fait à la rédaction de faire des sujets beaucoup plus approfondis à côté, etc., tout en gardant ce côté actu chaude, ce serait vraiment un des chantiers rêvés. Si on avait de l'argent à foison. Plus de direct, peut-être. On rappelle qu'au départ, Ouais. l'émission phare du média au tout début, c'était l'autre 20h, hein, donc c'était un JT en direct tous les soirs à 20h. Ça, plus de direct. Alors, ça demande évidemment énormément de moyens. Ça, c'est quelque chose qui pourrait te plaire. Ouais, moi j'avoue que c'était. Mais en tant que journaliste, je sais que je suis même assez bien placé pour savoir que c'est assez fatigant de tenir ce genre d'horaire et que c'est un rythme pas facile, puis même de produire en fait de l'information tous les jours avec une équipe assez réduite, c'est plus que compliqué. Mais je sais qu'en tant que ancien sociétaire, ancien sociaux et maintenant sociétaire, moi c'est un truc qui me plaît bien en tant que public, ouais, on peut dire, d'avoir ma dose d'infos, j'allais dire pré-mâché, c'est mauvais de dire ça, mais en tout cas compilé et en direct ou non, mais d'avoir un petit format d'actualité chaude pour savoir ce qui s'est passé dans la journée ou ce qui va se passer ou ce qui s'est passé la veille ou l'avant-veille. Mais en tout cas, d'avoir vraiment de l'actu chaude et un éclairage au quotidien sur l'actualité, quoi. Avoir un peu vraiment le pendant des médias mainstream, etc., tout en gardant c'est ce que je disais, des entretiens fleuves, des reportages à l'étranger ou pas à l'étranger ou sur l'écologie comme fait Rémi, qui est un travail plus qu'intéressant. Il y a un sujet d'actualité pour le coup dont on peut parler puisqu'on est là aussi. C'est le sujet de l'actualité qui concerne Taha. Puisque vas-y, tu peux le dire. Je pense que tu sais de quoi je parle puisqu'il lui est arrivé un truc. Tout à fait, du procès contre Linda Kebab, qui est syndicaliste CGPFO. Ça. Et qui fait suite en fait à un tweet de Taha Bouaf il y a quelques mois, je sais plus exactement quand, qui la mentionne et qui lui dit que c'est une ADS, donc une arabe de service. Donc suite à ça, cette syndicaliste policière a porté plainte pour injure raciste, à caractère raciste, pardon. Et donc, le collègue et confrère Taha a été convoqué par la justice fin de l'été, je crois. Non, début d'été, mai, juin, juillet, je sais plus, juin, je crois. Et il y avait les délibérés. Donc aujourd'hui, il a été condamné à, je sais plus, 1 500 € d'amende et 2 000 € de frais de justice à régler à Madame Kebab, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, sachant que tout le débat était pour savoir si oui ou non arabe de service était une injure raciste, ce qui est à première vue peut être le cas, mais quand on connaît en fait la signification même du racisme, donc un caractère systémique, donc un caractère de hiérarchie entre les deux individus, quand on voit que Taha est racisé, que Linda Kebab est racisée, mais que l'un est journaliste et l'autre policière, donc a le pouvoir de l'État derrière, etc. On peut se poser légitimement la question. Et il y avait le deuxième point, en fait, assez symbolique de ce procès, c'est que Linda Kebab est pas mal utilisée par son syndicat et puis par l'institution policière, au même titre que d'autres policiers, pas forcément syndicalistes, mais je vais pas citer de nom là, mais qui sont pas mal mis en avant pour en fait comment dire, désamorcer, déminer toute critique du racisme au sein de l'institution policière. Donc c'est ça qu'avait voulu un peu, je sais pas si dénoncer, mais ouais, critiquer Taha Bouaf dans ce tweet, quoi. Alors que c'est un syndicat en plus qui prend systématiquement la défense de tous les policiers accusés de violence. C'est ça, c'est le même syndicat qui avait son porte-parole qui disait que traiter quelqu'un de bamboula, c'était à peu près convenable. Oui. Donc ça veut dire beaucoup, je pense, du syndicat et de l'ambiance derrière, quoi. C'est le syndicat Unité SGP FO.
C'est ça. Oui, voilà. Alors, ce que le tribunal, en fait, a refusé de reconnaître, c'est le caractère politique de l'expression. Hein. C'est là-dessus que TAA avait basé sa défense. Tweet, en plus, qu'il avait retiré au bout de quelques minutes pour éviter une polémique. Donc, Ouais. il y avait quand même... Oui, puis enfin, moi je l'ai vu, j'ai couvert le procès pour le média C'est vrai. quand il a eu lieu. Et c'est vrai que c'était très très intéressant ce procès, même si éprouvant pour ta. Et puis même pour la syndicaliste aussi, il faut pas non plus renier le fait qu'elle puisse être choquée. Enfin, il y avait une injure sans doute, mais raciste, là est la question. Mais Ta avait invité plusieurs sociologues, je crois une dizaine, Noam Anwar, donc chroniqueur aux médias aussi, à parler du racisme dans la police, du racisme systémique en général, de quelle définition les militants antiracistes brandissaient et avaient du racisme dans la société. Donc c'est vrai que c'était un procès très très politique. Et le juge n'a pas suivi ce caractère politique, je pense. Le truc, c'est que si TAA avait gagné sur ce terrain-là, évidemment, ça aurait pu faire jurisprudence. Bon, évidemment, je pense qu'il y aurait eu un Sachant appel. qu'il y avait déjà eu pour une injure similaire, enfin, à peu près la même décision du tribunal, donc c'est pas une grande surprise non plus. Ouais, parce que mais sachant que du coup, ça fait jurisprudence maintenant aussi que les militants antiracistes peuvent être poursuivis pour racisme, ce qui est un peu, oui, c'est ça. peu bizarre aussi. C'est surréaliste. Ça veut dire qu'à un moment, il va falloir monter dans la hiérarchie judiciaire, enfin, je veux dire, dans la juridique, et puis aller chercher des appels, aller chercher ce genre de choses pour vraiment créer une vraie jurisprudence, parce qu'à un moment, ça va se voir. Il y a une inversion des termes et même de la norme qui est assez. Est-ce que tu sais si TAA va faire appel ou pas? Je ne sais pas. Non, on lui a laissé la journée là, de repos après la matinale, puis après son procès, c'est assez éprouvant pour lui, donc on a envoyé des messages de soutien et tout, mais on l'a pas questionné. Il me semble que c'est indiqué. Et puis, surtout que c'était aussi pas dans le cadre du média qu'il avait tweeté, donc on essaie de le laisser un peu tranquille aussi là-dessus pour pas le surmédiatiser, même s'il fait touche pas à mon poste maintenant, je crois, à l'heure actuelle. Alors tiens, sur Twitch, il y a beaucoup d'émissions de ce qu'on appelle de react, hein, c'est-à-dire que les gens regardent des émissions en direct et puis on aurait pu faire ça, tiens, ce soir, une émission de react de touche pas à mon poste avec TAA. Le seul problème, c'est ça aurait voulu dire qu'il fallait regarder touche pas à mon poste. Ouais, ce qui, franchement, il en faut des courageux pour y aller. Ça pique un peu quand même, ouais. Surtout que TAA, il est quand même extrêmement régulièrement la cible d'attaques très très violentes, hein, notamment de la part de syndicats policiers, et que c'est vraiment un punching ball social incroyable, quoi. Hein. Ah ouais, il manque pas de courage là-dessus non plus. Ouais. C'est pour ça qu'on va pas que nous on l'embête pas plus que ça sur. C'est clair. Savoir s'il fait appel ou pas. Donc, je pense qu'il l'annoncera sur son tweet, sur son Twitter si c'est pas déjà fait. Je n'ai pas encore regardé non plus. Voilà. Surtout qu'il a d'autres. Il y a aussi l'histoire du fichage par F de souche, où là, pour le coup, il a porté plainte. Parce qu'il est concerné par le fichage, comme Maria Limi, comme d'autres personnalités politiques, militantes, etc. Donc, au bout d'un moment, ça devient difficile quand on est journaliste de passer son temps au tribunal. À faire des procès, quoi. Serge, on t'a coupé la parole. Je crois que tu avais peut-être un truc sur. Non, je disais qu'il me semblait avoir lu, je ne sais plus où, que TAA comptait faire appel de la décision. Je ne sais plus si c'est dans l'article de France Info ou sur Twitter, mais il me semble avoir vu ça, à vérifier. À suivre. Voilà. En revanche, je vais être obligé de vous laisser. Mais du coup, je compte sur vous pour faire monter la cagnotte. Écoute, on compte sur toi aussi. Hein. Il reste 79 € à trouver. Ah, c'est possible. Hein. Moi, je trouve que ça serait quand même un peu classe qu'on voit passer le compteur à 100 000 alors qu'on est encore en ligne. Hein. Ce serait magnifique. Par contre, franchement, là, j'arrive au bout de mes questions. Hein. Toutes mes notes, tout ce que j'ai pu prendre, je l'ai pris. Donc, écoute, Serge, merci beaucoup. Tu vas créer un grand vide dans l'émission. Avant de partir, j'avais une question quand même pour Nicolas encore, puisqu'on parlait de TAA. Tu as écrit aussi un article avec Lisa et TAA, c'était en juillet, sur un gendarme qui avait tué un jeune. C'est ça.
Dans un parking dans la région parisienne, là, dans l'Essonne, il me semble. Ouais, pour parler un peu de cette enquête, on a été prévenu par une source, nous. Donc on a enquêté pour savoir un peu ce qui s'était passé. On a fait pas mal de travail de contradictoire en appelant l'IGGN, donc l'inspection générale de la gendarmerie nationale, donc qui est le pendant de l'IGPN pour la police. Donc il y a eu pas mal de travail là-dessus, sachant que bon, comme à chaque fois ils veulent pas répondre, mais ils nous envoient de service en service. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on enquête sur les violences policières, même si on essaye d'avoir le contradictoire et la version policière qui est souvent ultra médiatisée, en fait, ils nous la réservent peu aux médias indépendants, etc. Souvent c'est sans commentaire. Soit c'est parce qu'il y a une instruction en cours, soit c'est parce qu'ils veulent pas faire de commentaires du tout, sans raison valable ou en tout cas affichée. Et donc voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Et en 48 heures, on a réussi à retrouver en fait le témoin de la scène, donc qui nous a raconté un peu ce qui s'est passé. On a discuté avec le frère de la victime qui était pas mal choqué par les événements qui avaient eu lieu 3-4 jours avant. Donc c'est vrai que ça c'était pas évident encore une fois de récolter son témoignage parce que c'est des sujets assez lourds. Donc ça nous a demandé du temps et lui du courage et du temps aussi de nous répondre sans crouler non plus. Donc voilà, c'était pas une enquête hyper facile, mais on l'a sorti, on était content de nous. Et par contre, ce qui est décevant, c'est le peu de médiatisation qu'il y a derrière par les médias mainstream à chaque fois qu'on sort une affaire, mais que ce soit d'ailleurs sur des sujets de violence policière ou sur des sujets un peu plus économiques avec le pôle investigation, les lanceurs d'alerte, etc. qu'on reçoit assez souvent. C'est vrai qu'on bénéficie de peu d'écho dans la presse classique, quoi. Ouais, c'est un sujet qu'on a déjà abordé, hein, notamment avec Rémi, je crois, dès le départ, hein, qui nous disait que d'une façon générale, les médias indépendants étaient très peu repris par les médias mainstream. Alors, on va en reparler justement, puisqu'il y a une petite exception là ces dernières heures. Exactement. Voilà. Par contre, alors, tout s'accélère. Déjà, il y a Thierry Titi qui est arrivé très en retard, mais qui nous annonce qu'il ou elle, on sait pas, regardera le replay. Et qui confirme. Merci d'être passé quand même. Et voilà. Alors, vas-y Serge, dis-le. Voilà, qui confirme que il a tweeté sur Twitter que, évidemment, il fera appel de cette décision et Thierry Titi est un il. Voilà, on a une info ce soir. Alors, du coup, je vais laisser la place à Thierry Titi. Alors, tu sais, Serge, qu'il reste exactement 24 € pour arriver aux 5000. Alors, on l'explique à Thierry Titi qui vient d'arriver. Nous avons décidé que nous allions rester en ligne. Salut Serge, merci beaucoup. Salut Serge, merci beaucoup pour l'invitation. De rien. On explique à Thierry Titi que, même moi je reçois des appels, qu'on a décidé de rester en ligne tant que le compteur Ulule n'était pas passé à 100 €. Donc, 100 000. Si tu as 24 € qui traînent, eh ben, écoute, tu vas sur Ulule et comme ça, tu libères tout le monde. Voilà. On disait justement, puisqu'il faut qu'on meuble, que les médias mainstream reprenaient très très rarement les infos des médias indépendants, un petit peu comme le média. Eh ben, raconte-nous, vas-y. Et ben, comme je disais tout à l'heure, donc notre enquête qui n'a pas été reprise, mais il y a quelques exceptions notables sur 2-3 enquêtes de Ta et une ou deux de Rémi. Donc une de Rémi sur le plomb à Aubervilliers, donc concernant les chantiers pour le Grand Paris, pour un solarium, pour une piscine olympique, donc qui est construite sur des jardins ouvriers. Donc Rémi avait avec je sais même plus qui c'était qui avait cadré, mais ils avaient révélé qu'il y avait du plomb dans les toitures en fait des cabanes de jardiniers, donc ça avait stoppé en fait cette révélation a stoppé les travaux. Donc il y a eu une petite médiatisation, pas grand chose, mais 2-3 articles par-ci par-là qui mentionnaient bien le média. Autre petite exception, l'enquête de Tabouaf sur Tommy qui a bénéficié d'une dépêche AFP, ce qui est d'ailleurs très intéressant, et c'est là où on voit justement ce que je disais tout à l'heure, les rédactions biberonnées à la dépêche AFP. Oui. C'est que dès que l'AFP fait une dépêche, enfin c'est pas forcément automatique non plus parce qu'il y a chaque média sa hiérarchie d'information et tout. Mais là on a vu que la dépêche AFP en fait a débloqué pas mal d'articles dans la presse avec
des fois, certains journaux qui enlevaient le lien hypertexte du média qui était dans la dépêche AFP ou qui remodifiaient pour, au lieu de site d'information, le média, disait le média tout court. Enfin, on voit qu'il y a certaines éditoriales qui sont pas forcément prospices à nous rendre très, très visibles. Donc ça, c'est très, très intéressant à observer. Ouais. Et une autre exception plus récente sur l'enquête de Taha, de Théo, Théo et Philippot et Index, donc qui est un cabinet d'expertise indépendant sur les questions des violences d'État, donc les violences policières, sur des violences qui ont eu lieu à Noisy-le-Grand, où un jeune s'est fait tabasser derrière des poteaux, donc dans un angle mort de caméra. Donc c'est des images exclusives que nous on a récupérées aussi, donc on a sorti. Et là, on a bénéficié d'un petit sujet, ce qui est déjà bien, hein, mais je crois, d'une minute 30 sur France 3 National et d'un article France TV, quoi. C'est ça. Et pour le coup, ils ont repris les images C'est ça. avec les logos et ils ont cité le Média TV. Exactement, ouais. Voilà. Alors, donc vous pouvez aller voir ce reportage. Il est assez dur, mais il est assez indispensable aussi. Ça laisse deviner toute une partie énorme de travail d'enquête que les journalistes peuvent faire et qui ressortent pas forcément à l'image. On pourra en parler d'ailleurs, hein, je pense. C'est pas la première fois que le média, en tout cas, obtient des images comme ça de caméras de surveillance de manière exclusive. Ça nécessite, j'imagine, des contacts un petit peu spécifiques, des gens qui nous font confiance et qui installent un petit peu aussi le sérieux du média dans certains milieux où on s'y attendrait pas forcément. C'est ça, c'est pas mal de sources judiciaires sans dévoiler du tout leur identité ou leur fonction, etc., soit qui nous contactent, soit que nous on contacte quand on a une affaire qui nous intéresse, nous on entend parler en mode est-ce que tu n'aurais pas un confrère, un ami ou un collègue qui bosse là-dessus ou qui pourrait nous donner des trucs? Donc ou même sur l'inspection du travail, sur certains autres sujets, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des liens qui sont faits avec des professions assez intéressantes ou même des policiers. C'est illustré plusieurs fois en interviewant des policiers lanceurs d'alerte. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de liens qui sont faits avec ce genre de métier. Et je sais même plus la suite de ta question. C'était ça, je veux dire, ça prouve la reconnaissance du sérieux du média dans des milieux où, a priori, on s'attendrait pas à trouver de la reconnaissance, notamment le milieu policier ou certains milieux administratifs ou des choses comme ça. C'est ça, ouais, c'est qu'on commence à être reconnu et enfin on commence. Ça fait longtemps. Puis la cellule d'enquête du média travaille aussi pas mal là-dessus, donc à créer des contacts. C'est ce que je disais avec différentes personnes situées un peu partout, etc. Ouais. Mais moi, je voulais te revenir sur l'analyse des images, parce que tu dis que c'est le travail de journaliste. Et là, c'est vrai qu'ils ont fait un gros taf, mais il y a surtout non. Il y a aussi le travail d'Index qui nous a pas mal aidé là-dessus et qui font vraiment un super bon taf et qui sont en pleine campagne de financement en ce moment eux aussi. Donc, et qui travaille avec pas mal de médias indépendants, pas que le média, même si on pense qu'on va continuer un peu les collaborations avec eux le plus possible, mais qui travaille avec Disclose, donc l'ONG d'investigation, qu'on travaille avec Bastamag, Le Monde, etc. Donc on n'est pas les seuls, mais ils font un excellent taf. On en parle aussi dans la contre-matinale avec une interview d'Ari Halimi, qui est l'avocat de la victime, qu'on a réussi à interviewer, enfin pas la victime, pardon, Ari Halimi. La virgule était mal placée. Et puis en fait un peu l'analyse de Taha justement sur la médiatisation de cette affaire, donc où il parle de France 3, il parle notamment du syndicaliste policier FO d'ailleurs c'est rigolo. Les circonstances sont plutôt drôles, mais qui sans trop évoquer ce qu'on a dit dans la matinale, mais qui la première fois dit qu'il n'a pas le contexte, et quand il a le contexte, qu'il est confronté par nos confrères de France 3 à nos images, sort que si les flics emmènent le jeune derrière un poteau, c'est pour le protéger des projectiles, quoi. Ouais. Donc ça veut tout dire, je pense, de ce genre d'enquête où on est confronté des mensonges, j'allais dire drôles, mais non, plus dramatiques que dramatiquement drôle. C'est ça, tragico-comique. Thierry Titier nous rappelle aussi que le média a été très actif sur l'affaire du meurtre de Zineb Redouane. Et que ça a dû aussi installer un petit peu déjà le sérieux du média
Ouais, avec des rapports d'autopsie, pareil, Voilà. encore une fois exclusifs, etc. Donc, ouais, il y a Ouais. tout un historique à dérouler. Mais pas mal sur, en fait, et c'est un truc dont on est plutôt fier dans la rédaction sur la thématique des violences d'État, donc que ce soit en manif ou dans les quartiers populaires. Et encore plus maintenant, en ce moment, dans les quartiers populaires, parce qu'il y a une baisse un peu des mouvements sociaux, même s'il n'y a pas forcément de baisse des violences policières, ça fait un peu moins l'actu, quoi. Donc, on essaye de couvrir le plus possible ce spectre-là, en fait, des violences d'État, donc que ce soit dans les banlieues ou même dans les campagnes, parce qu'il y a eu quelques décès dans les mains des gendarmes aussi, Je viens de qui faire. seront intéressants à médiatiser. Si vous voulez vous débarrasser de nous, il reste 24 €. Donc, C'est ça. Mais je vais finir par faire un don moi-même. Hein. c'est pour aller manger. J'ai C'est faim. ça. 24 €, c'est pas cher. Bah, levé depuis 5 heures. Hein. Non, mais il n'y a aucun 4 souci. Hein, blague à part, voilà. Non, mais pas de souci. Non, mais c'est un plaisir. Appelle, tu vas faire venir Haussmann qui est peut-être encore à côté là de toi et puis il est à côté de moi pour qu'il nous fasse coucou. Il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé qui a été traité par le média et qui a fait bouger les 9 choses. 9 € de coupe. Ah oui, c'est important ça. Il y a quelqu'un qui a donné 15, c'est cool. 9 9 9 9 1. Ouais, on y est presque. C'est l'affaire Claude Jean-Pierre. Oui. Où là, les images qui ont été révélées, encore des images de vidéosurveillance qui ont été révélées par le média ont permis quasiment de faire avancer l'enquête qui était un petit peu… Ah ouais, là, plus que des retombées. Oui, c'est vrai que je ne l'avais pas cité dans mes contre-exemples un peu de ma thèse de médias qui n'en prennent pas, mais on a pas mal été repris là-dessus. Pareil, je crois, avec des dépêches AFP, puis surtout des médias locaux qui traitaient de l'affaire et qui suivaient pas mal l'affaire et qui d'ailleurs ont été, pour dire les coulisses, un peu dégoûtés qu'on ait les images avant eux. Ouais. Et je pense que ça veut dire un peu aussi beaucoup du travail du média où, bah, encore une fois, tu as un travail de relation, de mise en confiance, que ce soit des victimes, de leur famille ou de proches de l'enquête. Où, bah, en fait, là, c'est Romain qui a pas mal travaillé dessus, donc il pourra en parler mieux que moi. Mais on suivait, nous, d'un regard extérieur, ce travail-là. Mais c'est plusieurs mois de SMS assez régulièrement pour prendre des nouvelles des uns, des autres, de l'enquête, de manière générale, etc. Donc, c'est vrai que ça crée tout un réseau sur cette thématique-là. Avec, encore une fois, là, l'interview d'une proche de Claude Jean-Pierre. Sa fille, je crois. C'est sa fille, ouais, oui. Dans la 3e contre-matinale. Oui, donc, on l'a vu passer dans le média. Il y avait un plan, de son interview dans le média. Dans le média. Ouais. Dans le zapping, bien sûr. Dans le zapping, c'est ça. Il est tard pour tout le monde. Il est tard pour tout le monde. C'est ça. Juste, du coup, je voulais… Ah oui, alors voilà, une autre question, tiens, comme ça. Est-ce que justement, là, tu nous as dit que vous avez travaillé avec Index, des fois, vous avez travaillé avec Street Press, puisqu'il y a même Mathieu Mollard qui faisait une émission. Je ne sais pas si cette émission sera reconduite l'année prochaine. Est-ce que ce genre de collaboration entre plusieurs médias indépendants qui ont chacun leur spécificité, le média étant peut-être sa base et sa base populaire, on va dire, en tout cas de viewers populaires. Est-ce que c'est pas une piste pour un petit peu contrer le manque de moyens d'aller travailler avec d'autres médias? Et est-ce que c'est pas une piste à creuser encore, de mutualiser en partie au moins les moyens comme ça? Moi, je pense que si, c'est même l'avenir du média, je pense. Regarde, Jokerman Dance. Non, mais je l'ai vu dans le chat. On est passé à 100 016. Exactement. Alors, ça va pas t'empêcher de répondre à la question, de toute façon. Non, zut. mais après, on boit le champagne. Ah oui, tiens, vas-y. J'ai un truc à dire encore. Voilà, 100 116. Ça avance plus vite. 116, de plus en plus vite. Ouais, là. Allez, on reste jusqu'à 150 000. Allez, c'est magnifique. Oui, donc la mutualisation des moyens. Ouais, bah je vais paraphraser Michel, je crois, qui dans le clip de campagne qu'on avait fait pour les sociaux disait que c'était pour elle l'un des objectifs et des moyens de parvenir à une contre-matinale idéale. C'était de mutualiser les moyens entre les différents signataires parce qu'on a fait une pétition qui a récolté 12 500 signatures citoyennes et 80 personnalités. Oui. Et c'est vrai que c'est un truc qui revient pas mal dans la rédaction, surtout en ce moment d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est l'effet de rentrée, s'il y a un autre effet ou pas. Mais on aimerait bien créer des ponts avec d'autres rédactions. Je sais qu'il y a un travail qui est fait parce qu'on a chacun nos amitiés, nos affinités avec des journalistes de d'autres rédactions, quoi. Donc je sais qu'il y a un travail qui est fait en ce moment avec Reporter, donc notamment Lauriane,
Cholet, qui est une journaliste qui travaille pas mal sur l'écologie, les mouvements sociaux, etc. Pour savoir si on pourrait pas faire des partenariats pour certaines émissions en direct ou pour des articles, etc. Il y a le partenariat avec Index, il y a la collaboration avec Street Press qui se passe très bien. Je sais pas si c'est maintenu ou pas à la rentrée. J'avoue que je ne saurais pas dire. Même si je crois que Mathieu Mollard serait plutôt intéressé là-dessus, sans trahir sa pensée, je pense qu'on peut le dire. Il aime bien faire son Christophe Ondelat 2.0. C'est ça, mais c'est mieux quand même que Christophe Ondelat. J'écoute Christophe Ondelat, mais c'est quand même bien d'avoir quelqu'un de gauche aussi. Mais enfin tout ça, je pense à Radio Parleur aussi, etc. C'est des médias ou Bastamag ou d'autres qui nous intéressent, ou même plus récemment, il y a eu Horizon. Je sais pas si tu en as entendu parler. Ah, ça me dit trop rien là, non, pour le coup. C'est un média local qui vient de se créer dans le Pays Basque. Et en fait, c'est Chloé Rébillard, qui est une pigiste régulière pour le média, qui crée ça. Donc c'est vrai qu'on commence à se poser la question aussi de mettre en place des partenariats pour des sujets un peu plus locaux, etc. Et aussi pour la contre-matinale, toujours elle. C'est central en ce moment. Mais Théophile, on a mis en place avec Théophile hier soir, pour ce matin, le fait de parler aussi de la presse alternative dans la titrologie, donc sa chronique revue de presse. Oui, c'est quelque chose qui était demandé notamment par plusieurs sociaux dans le forum, hein, de pas juste reprendre les grands médias, quoi. Donc on va essayer de stabiliser un peu ce travail-là et de le rendre récurrent, voire même quotidien si on peut. Et peut-être à terme, mais ça c'est pareil, toujours encore en cours de discussion, on verra juste avant le 4 octobre si oui ou non on le met en place. Mais pourquoi pas appeler, un peu comme on a fait pour Médiacité, qui avait fait une enquête sur Xavier Bertrand, mais appeler des journalistes de presse alternative et de la presse indépendante et de la presse amie, pour rien cacher aussi, qui parleraient d'enquête, que ce soit des sujets locaux, nationaux, etc. Quoi. Travailler un peu nos relations avec tout ce milieu-là. Quoi. Alors, puisqu'on a atteint notre objectif de rester jusqu'aux 100 000 euros, je vais te poser une dernière question, et ça tombe bien qu'on soit sur ce sujet, mais ça va reboucler aussi avec ce qu'on a dit au tout début, à savoir la mafia bretonne du journalisme de l'école de Lannion. Il y a un autre média local qui vient de se créer de la part d'un ancien de Lannion aussi, qui est Sylvain Arnaud, qui s'appelle Splan, et qui est un magazine d'enquête aussi. Une ONG, je crois, non ? Alors, je sais plus sous quelle forme juridique il est, mais bon, voilà, apparemment, ils ont l'air d'être bien motivés aussi. Ouais. Donc, c'est aussi une autre piste, parce qu'en Bretagne, il y a des choses à voir. Hein. Il y a des choses à voir, et notamment, pour pas citer de nom, il y a Inès Léraud, qui est une excellente journaliste, qui bosse pas mal sur les sujets écolos, donc Rémi pourrait encore une fois en parler mieux que moi, mais qui a bossé sur les algues vertes et qui s'est pris pas mal de pression des industriels, etc. Et c'est vrai qu'il y a tout un mouvement en Bretagne qui s'est fait pour la défendre. Et donc un collectif d'abord qui est né avec une pétition qui a récolté plusieurs milliers de signatures. Et après, en parallèle, du coup, ce média Splan, qui a été lancé, comme tu le dis, par Sylvain Arnaud, qui est encore d'ailleurs enseignant à Lannion. Ouais. Il intervient à Lannion assez régulièrement. Donc, comme quoi, pour boucler un peu le truc, c'est vrai que il y a l'enseignement assez critique à Lannion, on en parlait tout à l'heure, et c'est vrai qu'il fait partie des profs qui apportent cette vision du journalisme qui est très très intéressant. Oui, parce qu'en Bretagne, il y a les algues vertes, il y a... il y a tout ce qui est l'élevage industriel intensif. Je te le fais pas dire. C'est très bien. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a on avait fait une enquête sur un mort au travail, j'ai oublié son nom, mais dans l'entreprise Triscalia, et c'est vrai qu'il y a cette thématique-là qui est liée en fait à l'industrie agroalimentaire. Donc il y a la thématique très très écolo, et c'est pas du tout pour dénigrer du tout. Et donc la thématique écologiste, le truc du bien-être animal, la thématique du bien-être animal, mais il y a aussi justement les luttes sociales, le droit du travail qui est très très important en Bretagne, comme ailleurs d'ailleurs. Absolument. Eh ben, c'était une émission riche et complète. On n'a pas vu le temps passer. Hein. C'était vraiment un plaisir, bien. merci. C'était super cool, je trouve, qu'on puisse être ensemble en direct pour voir le passage des 100 000 euros. Ouais. Parce que on n'a pas débouché le champagne. Mais voilà.
c'était la dernière blague. J'ai failli oublier de la faire tellement elle est pourrie celle-là. Il y a une marque de champagne qui s'appelle Nicolas Maillard. Nicolas Maillard. Ah, Maillard aussi. Nicolas Maillard, mais ça s'écrit M-A-I-2-L-A-R-T, je crois, je sais plus. Mais bon, voilà, j'ai trouvé le visuel cet après-midi et j'ai trouvé ça sympa. Pour l'anecdote, si Rémi regarde le live, j'attends encore les bouteilles de champagne pour fêter mon CDI. Je dis ça, je dis rien. Mais le message est passé. Il y a des sociaux engagés qui sont pas loin de Montreuil. Je dis rien non plus. Ah, parfait. Alors, merci à tous. Merci à Serge qui a dû nous quitter pour des raisons familiales avant la fin. On le salue beaucoup. Il a raté le passage des 100 000 à 24 € près. C'est quand même dommage. Mais on lui racontera. Surtout, de toute façon, que c'est lui qui va se taper le raccourcissement de l'émission pour le passage sur YouTube. Donc, il verra bien qu'on parle de lui encore. Merci à tous. Alors, on remercie Cory, évidemment, puisque c'est la tradition à la fin de cette émission. On remercie Cory. On remercie Michel, évidemment, qui a encore fait un beau boulot, Michel, dans le chat. À chaque fois, maintenant, à la challenge, on lui demande d'aller chercher des liens qu'on n'avait pas prévus au départ. Donc, ça, c'est sympa. Je vous rappelle que le média a toujours besoin d'argent, malheureusement. On le répétera jamais assez, que vous pouvez devenir au minimum abonné ou sociétaire à partir de 5 € par mois, que vous pouvez aussi aider le média grandement en retweetant, en partageant tous ces contenus sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube évidemment, sur Instagram aussi. Abonnez-vous au compte Instagram, il y a souvent du contenu exclusif qui est publié là-bas en complément. Et puis, évidemment, vous pouvez aussi suivre tous les réseaux des sociaux engagés, vous abonner à la chaîne YouTube, la page Facebook, le compte Twitter, Instagram aussi. On a même un compte Mastodon. D'ailleurs, Nicolas, tu ne me contrediras pas, il y a aussi un compte Mastodon pour le média. Absolument. Voilà. Par contre, nous, on veut pas d'argent. Donnez tout aux médias, nous les sociaux engagés, on se débrouille avec nos petits moyens. Des fois, on est tout vert, tout orange, c'est pas grave. Le plus important, je pense. Et vous débrouillez bien. C'est qu'on soit là. On vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit, la bise à vos familles et à très bientôt. Ciao. À très bientôt et merci. Salut Nicolas, merci.